Bonjour à toutes et à tous, Christophe Dorland, dirigeant de transition. J'ai eu le plaisir de co-animer avec Benoît Durand-Tisnès donc ce webinaire Wayden, comment assurer une mission de redressement. À retenir 3 étapes dans une mission de redressement. La première, la préparation de la mission avec la collecte des données, l'analyse et surtout les entretiens, phase capitale de cette première partie. La deuxième partie, la réalisation du plan et la validation donc, par les parties prenantes avec l'équipe IA et associés qui vont bien. La troisième partie, le déroulé de la mission, associé à des quick wins permettant de suivre l'opération avec surtout 2 points à retenir, rassurer et convaincre. Pour assurer toute mission de redressement, il est indispensable, voire capital, de s'appuyer sur des managers d'expertise qui ont déjà vécu de ce type de situation. Pourquoi ? Pour être adaptable et trouver les bonnes solutions et l'adaptabilité nécessaire en toutes circonstances. Mesdames, Messieurs, surtout prenez plaisir à écouter ce webinaire et si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à les poser. Merci et à bientôt. Alors, bienvenue à tous. Bienvenue Christophe. Merci Benoît. Christophe, je vais te laisser la parole dans quelques instants. Plus de 200 personnes inscrites. Vous nous excusez, on n'est pas des pros, on a pris quelques notes pour suivre et organiser les idées qu'on a. On va essayer de faire une session d'environ 1 heure. Donc, 3 quarts d'heure de présentation et puis après, on laissera 15 minutes de questions-réponses pour ceux qui en auraient. On est des gens de terrain, on est des doueurs. Donc, on répondra avec notre expérience, comme d'habitude, si j'ose dire notre cœur, en tout cas ce qu'on pense être bien. On a choisi donc de s'appuyer sur un exemple très concret de mission pour imaginer ça. Et mettre en relief donc l'avis et le rôle du management de transition pendant la mission et le rôle de l'EMT qui va accompagner le manager de transition et moins sur la technique de redressement en soi. Alors, démarrons, je suis Benoît Durand-Tisnès, dirigeant de Wayden. En particulier, je m'occupe au sein de Wayden de la practice restructuring. Que les choses soient claires, quand on parle de restructuring, il y a plusieurs étapes dans, on va dire, le redressement ou le retournement d'une entreprise. On va dire il y a l'étape avant, préventive, c'est-à-dire de tous les plans qui vont être mis en œuvre par le dirigeant, le plus souvent à l'amiable. Et c'est là que le management de transition opère majoritairement. Et toute la partie qui est, si j'ose dire, post-procédure de sauvegarde, qui devient plutôt curative et qui est du registre du légal et du juridique, est une partie qui est davantage dédiée à des acteurs très spécialisés ou des administrateurs judiciaires ou malheureusement les juges des tribunaux de commerce. Donc, on est plutôt dans cette partie préventive où on constate qu'il y a un problème dans l'entreprise et qu'il faut vite mettre en œuvre des actions concrètes pour retourner la situation. Christophe, manager de transition de métier, DG Retail de transition, peux-tu te présenter et nous expliquer ton parcours en quelques mots? Merci Benoît. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de participer à ce webinaire organisé donc par Wayden. Donc, je m'appelle Christophe Dorland, je vais avoir 60 ans, donc je fais partie des… J'ai sorti des quinquas en fait. Je suis marié, j'ai 2 enfants et depuis quelques jours, je suis grand-père d'un petit Paul. Paul, pas Paul P-A-U-L, Paul P-A-O-L, du fait des origines bretonnes de mon fils. Voilà, c'était sur la partie privée. J'ai acquis en fait mon expérience professionnelle dans des entreprises de toute taille, de la PME à la multinationale et toujours dans les environnements professionnels extrêmement variés. Donc en fait, la première partie de mon parcours, elle est relativement classique, on peut dire, du marketing, du développement commercial France et international, de la gestion de filiales et pour finir, donc à plusieurs reprises, directeur général d'entreprise. Donc vous imaginez, j'ai commencé par 7-Up pour finir dans le costume de luxe Smalto. Vous savez, l'habilleur de l'équipe de France, bon, c'est vrai qu'on ne le voit pas beaucoup en ce moment. Et puis un passage remarqué dans le prêt-à-porter, donc chez Manoukian, et aussi donc un grand plaisir de l'existence, donc dans la lingerie féminine, puisque
j'ai développé donc Cacharel et Wonderbra dans beaucoup de pays. Donc aujourd'hui, ça fait maintenant 10 ans que je suis manager de transition et j'ai effectué donc 7 missions dans le management de transition, dont 3 donc, pour l'entreprise Wayden. Très bien, alors bravo et merci d'être fidèle à Wayden et d'avoir un beau costume. Merci. Mais en quoi es-tu crédible pour parler de redressement et de retournement? Merci Benoît pour cette question. En fait, dans toute ma carrière professionnelle, j'ai fait au final que les interventions de retournement ou de redressement. En fait, elles ont toutes un point commun. J'ai toujours travaillé dans des situations complexes. Alors, je vais prendre des petites notes, mais première expérience, sortie du rouge, Calvet, c'est dans le vin, hein, donc le vin, le rouge. Enfin bon. Un LBO en 1986, Playtex, donc le plus gros LBO de l'histoire. Ressortie de rouge, donc chez Manoukian. Re-LBO dans les lunettes avec le lancement donc, de Chloé, de Lacoste et de Lanvin lunettes. Et puis ressortie de rouge donc, avec Smalto donc, pour le groupe Alliance Designer. Donc, tout naturellement, je me suis embarqué dans ce nouveau métier à partir de 2009 et je ne fais depuis que du redressement et du retournement avec, par exemple, des introductions sur les marchés boursiers, des carve-out ou des opérations connectées ou non donc aux tribunaux de commerce. Ce qui est intéressant, Christophe, ce que tu dis, c'est que Christophe fait partie de cette catégorie de managers de transition que je dis managers de transition de métier. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des gens qui sont animés par la mission, par l'intérêt, par le fait d'arriver et de mener une problématique d'un point A à un point B, plus que par le sous-jacent contractuel qui n'a aucun intérêt pour eux, CDI, CDD, mission de transition, etc. Donc, c'est même des gens qui, potentiellement, si on leur demande de rester au-delà dans un mode normal, vont refuser parce que ce sont des gens qui sont là pour les virages, pour les moments difficiles. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus de précision justement sur le type de mission que tu as fait depuis que tu es manager de transition? Alors, on ne va pas passer par toutes les missions parce que ça viendrait pour un petit moment, mais je vais donc j'en ai sélectionné 3. Donc, la première, j'ai fait du redressement, j'ai redressé et j'ai retourné donc 2 filiales d'un groupe d'ameublement qui était en procédure de sauvegarde. C'était une entreprise qui s'appelle Coval, donc vous connaissez, qui est aussi commercialise Simons, un certain nombre de marques de literie. Ensuite, donc la deuxième opération que j'ai faite et que je viens en tout cas de finir, c'est la réorganisation, le retour à la croissance donc d'une enseigne après 3 années de disgrâce. C'était une enseigne qui perdait un certain nombre d'euros, on va dire, pour des raisons de confidentialité, vous comprendrez, je ne peux pas donner tous les détails. Et après 1 an, donc, j'ai réussi donc, à redresser cette enseigne et que je viens de terminer donc, en plein Covid. Et la troisième mission, c'est un peu différent, mais c'est pour montrer effectivement ce que j'appellerais les panoplies de missions qui peuvent être réalisées. Donc, c'est la structuration de l'activité développement au sein d'une grande enseigne de bricolage, donc Monsieur Bricolage. Quand on dit développement, c'est les plus et les moins. Et en fait, donc, avec les dernières actions qui se sont terminées donc, en 2019, et c'est une mission d'ailleurs qui a été réalisée donc, avec Wayden. Très bien. Alors, rentrons dans le vif du sujet. On a choisi de prendre le fil d'une mission qu'on a réalisée ensemble. Déjà, je vais poser le contexte de cette mission. C'est une mission qui s'est déroulée en Suisse et c'est une mission de redressement d'une entreprise familiale dans le secteur de la distribution alimentaire, puisqu'il s'agit d'un groupe de boulangerie et de restauration collective d'environ 80 magasins qui était local en Suisse romande, c'est-à-dire la Suisse francophone. Une entreprise familiale, historique, qui fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui… Alors, c'est une mission qui s'est déroulée en 2016-2017 et qui a été reprise par un fils de la famille, dans le sens où le père fondateur historique était décédé 3 ans plus tôt. Et au cours de ces 3 ans, ce fils qui avait un profil très financier s'est concentré sur justement
structurer l'entreprise sur les aspects financiers, ce qu'il a réussi avec brio d'ailleurs, mais a oublié une chose qui est capitale dans le retail, qui est tout simplement son réseau, qui est devenu très rapidement obsolète, en ce sens que c'est le moment où a accéléré là-bas des concurrents comme la Brioche Dorée, comme Paul, comme Exquis, etc. Donc on arrive dans une situation où Wayden est onboardé par l'intermédiaire d'un grand cabinet de conseil américain qui nous demande de regarder comment on pourrait mettre en place un directeur de réseau au départ, tout simplement, puisque la problématique était sur le réseau. Et c'est là que on se rend sur place, rencontrer ce CEO pour faire rapidement un diagnostic et constater et convaincre le dirigeant que la problématique n'est pas tant juste au niveau du réseau que globale sur l'entreprise, puisque pour pouvoir redresser une situation qui effectivement est difficile au niveau de l'EBE, il y a aussi à s'occuper de la production et évidemment sur les aspects financiers. Donc, le premier rôle de Wayden a été de convaincre qu'il fallait non pas un directeur de réseau avec toutes les dimensions économiques que ça peut constituer sur les modalités et les coûts d'intervention, mais un vrai directeur général de redressement. Ce qui a été fait, et comme toujours en mission de transition, le démarrage de la mission s'est fait en quelques jours. Pour être très concret, un accord le vendredi, j'ai appelé, je me souviens très bien, Christophe, qu'on connaissait, parce que c'est quelqu'un connu dans le petit écosystème endogame du management de transition, un samedi soir, et on s'est retrouvé à l'aéroport le lundi matin pour aller chez le dirigeant, concrètement prendre l'avion et aller à Genève. Peut-être je vais laisser Christophe parler plus de la mission en soi, de ce qu'on a découvert au moment où on allait au-delà du brief et du constat qu'on avait fait de mettre en place un DG de transition. Alors, en fait, effectivement, au niveau du brief de cette mission, où Benoît a effectivement très bien expliqué la situation, en fait, il y avait deux missions dans une. La première mission, comme l'a dit Benoît, c'était une entreprise donc, qui avait, entre guillemets, qui s'était nettoyée et qui avait travaillé donc, sur tous ces paramètres financiers. Mais au niveau de l'exploitation, il y avait un vrai souci. Donc, dans un premier temps, effectivement, il fallait redresser le réseau. Donc, on va en reparler après, mais redresser donc, le réseau en termes d'exploitation. Et puis, par rapport à la concurrence, dont a parlé aussi Benoît, c'était de lancer un nouveau concept qui était toujours dans les cartons à dessin et c'était vital, effectivement, pour la redynamisation donc, de l'enseigne donc, sur ce marché. Très bien. Alors, toujours dans le vif du sujet, puisqu'on est des gens concrets et pragmatiques, qu'est-ce qui se passe après ce constat, évidemment ce brief qui a un peu évolué parce qu'on ne dit pas tout au départ, et quelles sont tes premières actions? Alors, déjà, je voudrais partir d'un postulat qui est important, c'est de ne pas avoir d'a priori. C'est-à-dire que vous arrivez dans une situation, effectivement, il y a un brief qui a été défini, qu'a recueilli Benoît, on voit qu'il y a un certain nombre de modifications. Donc, en fait, quelque chose qui est capital, c'est qu'il faut s'appuyer sur des faits et pas juste sur des impressions de ressenti. Ça, c'est ce que j'appellerais un minimum, en tout cas quelque chose de primordial avant de démarrer une mission, et en particulier dans le redressement, dans le retournement. Donc, les premières opérations que j'ai pu faire, déjà, j'ai obtenu, parce que j'avais obtenu quelques éléments, mais peu, donc collecter un certain nombre de documents, la cartographie de l'entreprise, les organigrammes, tout ce qui a trait à la structure capitalistique, tout ce qui est ce que j'appellerais key numbers, on va être en France, donc ce que j'appellerais les chiffres clés, donc les rapports d'assemblée générale, les comptes d'exploitation, tous les sujets budgétaires, les comptes rendus de réunion avec les représentants du personnel, enfin d'avoir vraiment une vision la plus complète en termes de documents et de data. Donc là, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait de façon concrète? Donc avec l'aide, et j'avais la chance d'avoir une ressource interne, un contrôleur de gestion avec qui j'ai extrêmement bien travaillé et qui j'ai toujours des contacts. Ça, c'est ça aussi le monde du management de transition. Donc, où j'ai trituré et analysé donc, pendant 48 heures, et même un peu plus, on va dire 72 heures, tout est data dans tous les sens. J'ai pu échanger donc, avec Benoît et lui faire part des grandes lignes au niveau de la méthode et les grandes lignes des plans d'action qu'on comptait mettre en place. Mais en tout cas, donc ça, voilà ce que j'appellerais l'introduction, Benoît.
Par contre, il y a quelque chose qui est capital, en tout cas c'est ma façon de travailler, comme on dit, on est dans le concret, c'est de ne pas se lancer dans des préconisations ou dans des recommandations appuyées tant qu'on n'a pas effectué une série d'entretiens. Et les entretiens, c'est un élément, et j'insiste sur ce point, c'est vraiment un élément capital. C'est de pouvoir rencontrer toutes les personnes que vous avez, aussi bien dans l'entreprise que dans les externes autour de l'entreprise, mais à savoir le personnel, les membres du CODIR, les élus quand il y en a, les administrateurs, des clients. Enfin, d'avoir toutes ces communications donc en direct, parce que très souvent, Benoît, les idées existent, mais elles ne sont pas forcément toujours mises en œuvre ou elles n'ont pas forcément été exprimées. Donc ça, c'est un point capital. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc une fois que j'ai collecté tous ces éléments, donc je vous rappelle, les datas d'un côté et ce que j'appellerais tout le subjectif, en tout cas tous les remontées des équipes. Donc j'ai construit donc, ce plan donc, que j'ai proposé à Benoît et sur lequel effectivement on a échangé avant de pouvoir le présenter donc, au CEO de l'entreprise. Alors là, c'est un moment capital parce que sur cette période, c'est grosso modo, on vous donne 10 jours. Vous savez, c'est les fameux 10 premiers jours. On vous donne 10 jours pour arriver à proposer quelque chose donc, de concret. Donc, une présentation d'un plan. Je vous rappelle qu'on est dans une opération de redressement. Donc, vous avez plusieurs choses qui sont importantes. Déjà, la maîtrise du cash. Bon, ça, c'est en étroite liaison, bien sûr, avec la direction financière. Moi, je suis CEO, mais je ne peux pas être aux manettes un peu partout. Et là, effectivement, vous appuyez sur les compétences internes et entre autres sur cette fameuse maîtrise du cash qui est le nerf de la guerre pour pouvoir effectivement développer votre plan. Et après ça, votre plan, vous avez deux choses qui sont importantes et qui étaient importantes dans ce cas présent, puisqu'on parle de cette mission en particulier, c'est la nécessité d'augmenter la marge brute donc de l'activité et de réduire les charges d'exploitation. Donc, ça veut dire que par rapport à tout ça, j'ai mis en place le plan. Le plan, il est assorti de tâches très définies, toujours avec un cadentiel, donc avec un échéancier de temps, et toujours avec les KPI qui vont bien. Donc, les KPI, c'est le chiffre, les différents niveaux de marge, le coût de masse salariale, les coûts locatifs, enfin, tous les éléments qui vont bien en termes de KPI pour illustrer et pour suivre effectivement donc la mission. Mais effectivement, ce que je retiens, c'est que le premier élément, c'est d'avoir l'information et de s'appuyer sur des faits. Et en ça, je pense qu'il faut avoir une grande humilité. C'est une caractéristique du manager de transition, c'est de savoir tout simplement descendre dans l'arène et être aussi à l'aise à parler avec le CEO, le directeur financier, l'actionnaire, que l'opérateur dans un atelier ou la vendeuse dans un magasin, parce que c'est comme ça qu'on a l'information et vous savez bien que c'est seulement avec l'information qu'on peut prendre la décision. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on prend en management de transition des dirigeants surcapés. C'est pas tant sur leur aspect technique et fonctionnel que aussi justement qu'ils ne vont pas focuser sur les aspects techniques et fonctionnels seulement et qui sont libérés et qu'ils ont eux-mêmes franchi des caps pour se concentrer sur la vraie réalité qui est le plus souvent les hommes. Je voulais appuyer aussi sur un autre élément, c'est le rôle que va avoir l'entreprise de management de transition, qui à mon sens est un rôle clé dans ses missions de redressement, et notamment dans le binôme qu'on va former avec le dirigeant de transition. Alors, globalement, beaucoup de cabinets ou beaucoup d'entreprises de management de transition communiquent sur une méthodologie qui déroule. Chez Wayden, au-delà d'avoir fait labelliser nos méthodologies par Bureau Veritas Certification, l'ensemble des directeurs associés étant des anciens opérationnels d'entreprise et moi-même étant un ancien manager de transition, j'en ai fait pendant 4 ans avant de fonder Wayden, j'insiste sur cet élément de binôme, j'insiste sur cet élément de partenaire et d'aiguilleur, si j'ose dire. Vous savez, quand on est dans une mission de transition, quelle qu'elle soit, vous demanderez à Christophe, tout seul le soir dans son hôtel à Genève, et pour des raisons économiques, ce n'est pas un 5 étoiles, même s'il a des croissants au petit déjeuner parce qu'il allait dans les boulangeries sur la mission. On est tout seul. On est tout seul, on a besoin d'échanger, on a besoin de confronter, on ne sait pas, on doute, on est en train de recueillir l'information, les faits, et puis après dans le déroulé de la mission également. Et ça, c'est un rôle clé d'avoir un sparring partner. Et moi, je ne sais pas non plus.
mais je sais que globalement, on est plus fort à deux à réfléchir. Je sais aussi que j'ai une expérience qui fait que je sais comment ça marche dans des entreprises familiales, dans des entreprises complexes, à organisation matricielle, avec de la politique, etc. Et que c'est un des éléments partenaires et que ça peut donner des indications. Peut-être maintenant, ce qui est intéressant, c'est de continuer, une fois que maintenant on a les faits et les premiers éléments, sur le déroulé de la mission. Alors, sur le déroulé de la mission, en fait, ce qui se passe, c'est que déjà, comme l'a dit Benoît, il y a vraiment un partenariat donc, entre le manager de transition et l'entreprise de management de transition. Et pour ça, mais je pense que Benoît en reparlera après, on a un certain nombre de rendez-vous et de rituels qui nous permettent effectivement de suivre ce déroulé de mission, puisque comme je vous l'ai dit préalablement, toutes les actions sont sériées, elles sont toutes cadencées dans le temps, et par rapport à ces actions, elles sont ce que j'appellerais qualifiées vert, orange, rouge, qui nous permet de voir si on est en avance, en retard, ou si effectivement il y a besoin de réajustement, puisque le principe même du management de transition, c'est une certaine mobilité et une certaine adaptabilité en fonction des situations qu'on peut rencontrer. Mais ça, je pense que tu en reparleras juste après, Benoît, et je te laisserai la main sur ce point. Point capital, c'est l'adhésion des équipes. C'est-à-dire que seul, quand vous êtes manager de transition, vous arrivez en plus dans un univers, vous êtes dans un autre pays, un pays différent, la culture est différente, il y a nécessité d'avoir effectivement l'adhésion de tout le monde. Donc, quand on dit l'adhésion de tout le monde, c'est que vous devez avoir l'adhésion aussi bien des vendeurs que de la personne au niveau de la production, les membres du CODIR, les actionnaires. Enfin, cette notion d'adhésion, elle est absolument capitale. Donc, ça veut dire que par rapport à ça, et en fonction de chacune des populations que vous avez en face de vous, il va falloir que vous mettiez en place ce qu'on appelle des quick wins. Il va falloir que vous leur montriez de façon pragmatique. Vous savez, la confiance, ça s'obtient, mais ça s'obtient par des résultats. Donc, ça veut dire que vous allez mettre en place des quick wins à tous les niveaux de la population. Alors, je vais comme ça vous donner quelques exemples que j'ai pu mettre en place dans le cadre de cette mission. Alors, il y en a un premier, vous savez qu'on est dans la distribution. La distribution, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle la marge amont et la marge aval. Donc là, pour la marge aval, il y a eu un travail qui a été fait avec les équipes marketing, entre autres, c'est d'augmenter légèrement les prix de vente sans obtenir le seuil psychologique de non-achat pour effectivement légèrement augmenter les prix et augmenter donc la marge de distribution. Le deuxième point, plus lié donc à la marge amont, parce que je vous rappelle qu'en distribution, pour les spécialistes, vous savez très bien que la marge, elle se génère souvent en amont et moins en aval, parce qu'en aval, en fait, on détruit la marge. Donc, en amont, donc, convocation des fournisseurs, avec effectivement négociation des prix d'achat et des conditions de paiement, et ça et bien sûr toujours en liaison avec la direction financière, avec que ça peut avoir un impact sur tout ce qui est cash flow donc pour l'entreprise. Autre exemple, et là c'est par rapport aux équipes, c'est très rapidement monter des petites opérations promotionnelles. Alors c'est des opérations simples, hein, un produit gratuit, un acheté, maintenant on voit ça régulièrement, mais il y a quelques années c'était relativement nouveau. Des campagnes d'affichage avec des claims un peu surprenants. Tout ça pour effectivement permettre d'augmenter la fréquentation dans les points de vente. Et qui dit fréquentation dit plus de clients. Et qui dit plus de clients dit adhésion des équipes dans les magasins. Et à partir du moment où vous avez un vendeur convaincu, vous avez un vendeur qui vend beaucoup plus. Et qui dit vendre beaucoup plus, c'est plus de chiffres et c'est plus de marge. Autre exemple, un exemple RH, dans le domaine du RH, puisque comme vous le savez, on est dans la distribution. La masse salariale est quelque chose c'est une charge influençable, mais c'est une charge très forte dans le domaine de la distribution. Et donc là, il y avait une optimisation donc des plannings à monter pour faire effectivement des économies sur l'exploitation. Mais quand on dit économie, ce n'est pas économie au détriment du client. En fait, c'est juste de prendre en compte des situations vécues et d'avoir ce que j'appellerais les bonnes personnes aux beaux endroits au bon moment. Exemple tout bête, dans le centre de Genève, vous avez des magasins qui sont dans des rues piétonnières et vous avez des magasins qui sont dans des gares. Et bien, les magasins qui sont dans les gares, les magasins qui sont dans les rues piétonnières, elles n'ont pas forcément les mêmes besoins de ressources au même moment. Donc, quand vous adaptez ça, effectivement, vous arrivez à avoir des résultats sur la diminution, excusez-moi, donc de la masse salariale, qui est, comme vous le savez, un point important en distribution. Autre point, un dernier point, donc en termes d'exemple, un peu plus à long terme, c'est au niveau du compte d'exploitation, c'est effectivement les renégociations quand c'est possible, et Dieu sait si on entend parler en ce moment tous les jours dans la presse, c'est les renégociations avec les bailleurs
pour effectivement diminuer les coûts locatifs qui viennent gréver les comptes d'exploitation donc des magasins. Je vais ajouter un élément qui est important dans la mission et juste après, on va prendre une question parce qu'on va les faire aussi au fil de l'eau, peut-être dans le contexte puisqu'on est sur la mission en elle-même. Ce que je voulais ajouter, c'est la mise en place d'un suivi. En fait, dans cette mission spécifiquement et par rapport à la personnalité du dirigeant, il nous a semblé important, en tout cas à moi-même et à Christophe, à mettre en place un suivi. Et un suivi, c'est quoi? C'est simplement de se donner des milestones qu'on avait au départ cadencés à la semaine. Et croyez-moi, le créneau que nous avait donné le dirigeant, c'était le dimanche soir à 20h. Donc, on avait un call le dimanche soir à 20h sur un tableau de suivi avec les verts orange-rouge dont Christophe a parlé. Quel est le but de ça? Le but de ça, c'est d'abord d'annoncer ce qu'on va faire la semaine suivante, d'être sûr d'être dans le cahier des charges de ce qu'il veut, et deuxièmement, d'évacuer le stress aussi du dirigeant qui confie quand même son entreprise à un manager de transition extérieur. Et puis, ça sert à d'autres choses. À l'inverse, ça sert aussi, nous, par exemple, à ne pas, à minimiser, on va dire, la divergence naturelle qu'il peut y avoir si on ne reporte pas assez et de ne pas arriver en 3 semaines à des situations où un dirigeant dit « ce n'est pas du tout ce qu'on voulait ». Voilà. Donc, ça sert à resserrer les liens et à être sûr d'être bon, sur le bon track record. Ça sert aussi à faire passer des idées et puis ça sert aussi à prioriser. Parce que, vous savez, dans des situations de stress, un dirigeant dans une situation de redressement, il est dans son entreprise, c'est l'affectif, c'est son bébé, il est de la famille et il va dire tiens, Christophe, il faut faire ça, Christophe, il faut faire ça, Christophe, il faut faire ça. Et à un moment donné, quand on fait le suivi et qu'on met les points, on va dire ok, on a 40 points ouverts, voilà ce sur quoi on s'est accordé en priorité. Monsieur le client, qu'est-ce que on veut bien faire d'autres choses, mais les journées font toutes 17h ou 18h, qu'est-ce que vous priorisez? Voilà, donc ça a plein de vertus à partir du moment où c'est bien mis en place. Je vais prendre tout de suite une première question de Jean-Pascal. Je la lis. Dans le cadre de cette mission, j'imagine qu'il y avait une structure d'encadrement existence avec un directeur de réseau et un directeur de production. Comment se passent les relations avec cette structure, sachant qu'elle doit avoir l'impression d'être prise en défaut, voire déjugée? Christophe? Alors, c'est effectivement le sujet quand on intervient en tant que manager de transition. Alors, il y a effectivement 2 cas. Il y a les 2 situations. Donc, dans ce cas-là, donc, effectivement, il y avait un directeur du réseau et donc le directeur de la production, donc comme par rapport à la question. Le directeur du réseau, c'est quelqu'un qui venait d'un univers complètement différent et qui effectivement donc a vu que le travail, en tout cas la mission, enfin en tout cas ce pourquoi il avait été recruté, les résultats n'étaient pas satisfaisants. Et je dirais on est des hommes de métier, et entre hommes de métier, il savait que, je veux dire pas que ses jours étaient comptés, mais il a pu continuer à travailler avec moi en termes de consultant, en termes d'aide pour le déploiement. Et donc ça s'est en fait très bien passé, puisqu'en fait, on parle le même langage. Pour ce qui est du directeur de production, au départ, c'était un tout petit peu plus compliqué, bien que, donc c'était plus compliqué parce qu'effectivement, on avait monté notre niveau d'exigence pour effectivement avoir, et là, on va parler très pratico-pratique, mais d'avoir des produits livrés au bon moment, des produits frais, pas des produits qui ont été produits quelques heures auparavant et qui arrivent déjà dans un état qui ont quelques heures de vol, comme on dit. Et donc là, par contre, ce qui était très intéressant, et pour avoir l'adhésion du directeur de production, c'est, je vous ai expliqué au début dans l'émission, il y avait 2 choses. Il y avait le redressement du réseau et de l'autre côté, le lancement d'une nouvelle enseigne. En fait. Et donc ça, par rapport à cette nouvelle enseigne, j'ai pu travailler dans la question de directeur de production parce qu'on a revu l'offre, on a essayé de moderniser l'offre. Donc, en même temps qu'il y avait un travail sur ce que j'appellerais l'exploitation positive, en tout cas l'amélioration de l'exploitation donc au niveau de la production, il y avait en parallèle ce côté d'intérêt de participer à un nouveau projet de développement donc, de cette enseigne. Donc, voilà effectivement comment j'ai pu gérer. Et comme le dit Benoît, ce n'est pas écrit dans les livres. Vous vous retrouvez avec cette situation. Et par rapport à cette situation, effectivement, c'est les 2 solutions que j'ai trouvées. D'un côté, pour le directeur du réseau, où j'ai capitalisé sur son expérience, capitalisé sur un certain nombre de choses qu'il savait faire pour me mettre en second, on va dire, dans mon déploiement. Et le directeur de production, c'est l'adhésion
sur la nécessité d'améliorer donc les coûts d'exploitation et l'autre côté participer donc à ce nouveau projet. On va peut-être prendre une deuxième question qui est un peu connexe et qui est aussi intéressante. Une question d'Hervé. Lors de cette mission de retournement, comment a été appréhendé et déployé le pilotage du changement que le plan d'action a induit? Le pilotage du changement, j'imagine, vis-à-vis des équipes de l'arrivée d'un manager de transition. Voilà. Alors, dans la question de Benoît, je vois deux questions. Puisqu'effectivement, on parle de la Suisse, et pour moi, il y a la Suisse et il y a la France. En France, donc vous avez un certain nombre de façons de travailler. J'ai pu travailler à différentes occasions donc dans des opérations sur le marché national. Au niveau de la Suisse, vous avez déjà des comportements complètement différents au niveau des équipes. C'est-à-dire que vous avez des équipes qui ont un niveau d'implication qui est nettement supérieur à ce que vous pouvez trouver sur qu'on appelle ça sur le marché français. Et donc, ça veut dire que l'adhésion vient naturellement. C'est-à-dire que vous présentez votre plan, il n'y a pas des discussions éternelles type CSE et autres, et j'en passe, et des meilleurs. Et donc, c'est par effectivement la réalisation et par la réalisation et d'exemples concrets et du résultat concret que vous arrivez effectivement donc à dérouler votre plan d'action de façon très mathématique à travers un comité de direction comme il existe effectivement dans toutes les entreprises. Il y a un autre effet qui est important, c'est que dans une mission de transition, à partir du moment, en général, on annonce de manière très transparente l'arrivée du manager de transition et la mise en place et l'objectif de sa venue pour telle durée. Et en fait, si vous voulez, ça crée un momentum pendant quelques mois, enfin quelques semaines même, dont on va bénéficier, quelques jours, quelques semaines, dont on va bénéficier pour justement initier ce changement. Parce que vous savez bien que dans le changement, la vraie problématique, c'est de créer le mouvement au départ. Voilà. Et ça répondra aussi peut-être à une question que Benoît avait, Benoît Pontier, qu'on connaît bien, et qui justement pose la question sur la culture de différence en Suisse. L'arrivée d'un manager de transition français, est-ce un frein ou un effet positif? Alors, la Suisse, la France, deux choses différentes. J'avais un gros avantage en fait. Je ne suis pas complètement français. Donc, comme mon épouse est à moitié suisse, donc j'étais pas vraiment ce que j'appelle un frog. Et donc j'étais déjà plus ou moins accepté puisque j'avais effectivement toute une partie de ma famille qui était suisse. Et pour la petite histoire, donc la cousine de mon épouse était députée de Genève. Ça veut dire que effectivement j'avais déjà des relations et je connaissais bien donc le marché suisse. Donc j'étais pas considéré comme vraiment un Français, mais plutôt comme un moitié, un moite-moite. Voilà. D'accord, très bien. Alors continuons sur notre déroulé. Au final, quels ont été les résultats? Alors, quel résultat au final? Donc, je vous rappelle que la mission a démarré au mois de février. On est au mois de juillet, réunion du conseil d'administration. Et là, donc, les premiers mois se sont déroulés effectivement comme prévu. On avait listé un certain nombre de choses. Donc, l'activité a été redressée. Alors, pas tous les magasins, mais en tout cas, tous les indicateurs étaient au vert en termes de redressement d'activité. Et puis, la fameuse nouvelle enseigne dont je vous ai parlé au début, donc, a été lancée avec 3 magasins pilotes. Alors, la nouvelle enseigne, il y avait un travail sur l'offre, il y avait un travail sur le merchandising, il y avait un travail sur tout ce qui était environnement promotionnel et tout ce qui était signalétique. Donc, tout ça, ça a été effectivement déployé. Alors, on est plus, vous savez, par rapport aux émissions que vous avez à la télé, on est plus dans de la rénovation, on va dire, plutôt que dans la réalisation d'un vrai concept complet. Home staging. On va dire donc du shop staging, merci Benoît, dans du shop staging, mais en tout cas très contributif pour l'entreprise, surtout permettant de redresser quelque chose qui était capital, c'est effectivement la marge donc au niveau des magasins. Donc lancement nouvelle enseigne impeccable, les 3 premiers magasins, chacun est content. Pour prendre les habitudes, vous savez que la Suisse, c'est un des pays les plus compliqués du monde. En fait, vous avez la complexité de la Suisse, on dit que quand on s'est travaillé en Suisse, on s'est travaillé dans le monde entier. Donc, parce que vous avez des cultures qui sont extrêmement, extrêmement différentes. Donc là, on avait implanté un magasin donc à Neuchâtel, un à Lausanne et un à Genève. Donc, ça veut dire que dans la partie francophone, en tout cas, vous avez couvert l'ensemble du marché. Et j'avais ouvert 7 magasins supplémentaires. Donc, on va dire que tout ça, c'était parfait, en tout cas par rapport au plan. Et autre chose, c'est que donc, tout ce qui est, parce qu'on parle de redressement, donc mise en place effectivement des outils nécessaires donc, avec la direction financière, Benoît, et le contrôle de gestion, la marge, une augmentation de la marge de 6%, la maîtrise des frais influençables, les frais de personnel réduits de 10%,
sans dégrader le service client, parce que c'est quand même primordial. Et puis la maîtrise, flux de marchandises, stock, frais d'agencement, en tout cas pour arriver à une situation où on était très proche de l'équilibre, donc au niveau de l'EBE. Très bien. Et il se trouve qu'en fait, sur l'autel de ces résultats, la mission ne s'arrête pas là, puisque tout d'un coup, pivot pendant l'été, et c'est là l'expression en fait de l'agilité dont doit être capable en permanence une entreprise de management de transition et ses dirigeants de transition. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Donc, j'arrive à négocier, j'étais là depuis le mois de février, une petite semaine de congé. Et là, le 15 août, j'ai l'appel du CEO de l'entreprise qui me dit « Christophe, il faut que tu viennes demain à Genève ». Donc, bien sûr, je préviens Benoît. Je lui dis « Benoît, il faudra que tu viennes aussi ». Donc, t'arrêtes tes congés, etc. Donc, on descend à Genève. Et là, effectivement, il m'explique, le CEO nous explique donc à tous les deux qu'il y a un changement de braquet. En fait, on est dans une entreprise familiale et un des membres de la famille souhaite effectivement donc vendre ses actions. Donc, on change de braquet. On nous demande effectivement, avec le directeur financier donc, de l'entreprise, de préparer une opération de due diligence. Donc, en clair, pour la faire très courte, c'est objectif, c'est rendre la mariée belle. Donc, de montrer effectivement des indicateurs, la pertinence des premiers chiffres qu'on a pu enregistrer, qui ont permis effectivement un redressement de l'activité. Donc, ça, bien sûr, en lien avec la direction financière. Et l'objectif, donc, de faire rentrer donc, un nouvel actionnaire dans la structure donc, de l'entreprise. Voilà, non, mais tout ça pour dire qu'effectivement, on voit bien que d'une part, le cahier des charges initial sur une problématique de redressement était pas tout à fait aligné avec ce qu'on a découvert. Christophe s'est concentré sur les faits pour pouvoir avoir une information claire. Tout de suite derrière, on met en œuvre des quick wins en gardant la proximité avec le client. Et ça, c'est la valeur ajoutée aussi, non pas seulement de la partie exécutante de la mission, mais aussi de l'EMT qui apporte sa contribution. Et donc, ce que je pense, c'est qu'au final, on est paré à toute éventualité, y compris quand on nous demande de pivoter en plein milieu de mission pour un autre ou un objectif complémentaire à la demande des actionnaires. Le point clé, un des points clés, effectivement, je reviens dessus, c'est la proximité. La proximité dans le binôme manager de transition EMT. En tout cas, c'est comme ça qu'on le pratique chez Wayden. Et je pense qu'à partir d'un certain niveau de mission, on est obligé de fonctionner comme ça. Quand je dis un certain niveau de mission, c'est les missions qui sont engageantes, des missions de transformation, des missions où on va apporter une valeur ajoutée pour l'entreprise à part entière. Je pense moins aux missions de remplacement qu'on peut faire ou que certains font majoritairement. Et également la proximité avec le client pour éviter des non-dits ou éviter des situations de divergence, parce qu'au bout du compte, qu'on le veuille ou pas, c'est nous les fournisseurs et c'est nous qui avons tort. Donc voilà, on met en place tous ces éléments-là, et je crois que tout ça c'est cimenté autour par l'état d'esprit dans lequel on intervient. L'état d'esprit, c'est une logique de contribution. Je peux vous dire que Christophe, il descend dans l'arène. Il est le matin à 7h dans les magasins pour aller… j'ai appris des choses dans le… 5 heures. J'ai appris des choses dans le retail où il m'explique quand on arrive dans la gare que derrière la caisse, il y a un endroit qu'on appelle le point chaud et où il y avait historiquement des coca et des jus d'orange alors qu'on vend de la boulangerie et qu'il faut mettre la boulangerie là. Donc, c'est ces niveaux de détail qui font tous les éléments, à la fois de la crédibilité vis-à-vis des équipes, on répondait à la question tout à l'heure, voilà, et aussi vis-à-vis du succès de la mission pour qu'il y a un effet vertueux qui prenne et que les choses se redressent. Donc, humilité, logique de contribution et rester agile, c'est-à-dire… rien nous étonne et il n'y a de vérité que d'un jour et on avance progressivement par rapport à un cahier des charges qu'on revalide en permanence. Voilà.
Le bilan de cette mission, c'est que, au bout du compte, effectivement, il y a un fonds de private equity qui a signé une lettre d'intention et qui est rentré dans l'entreprise, les voyants d'exploitation étant au vert à ce moment-là et l'entreprise étant prête pour une nouvelle aventure. Ce qui serait peut-être intéressant, Christophe, la question que j'ai envie de te poser maintenant, c'est globalement, quels sont tes enseignements de cette situation, mais plus généralement des situations de mission de redressement que tu as pu vivre Alors, de ton côté. par rapport à ce point, et merci. Donc, évidemment, il y a un certain nombre d'enseignements qui reviennent. Donc, je ne vais pas reparler des quick wins, mais ça reste quand même très important, surtout que quand on est en mission de transition, c'est le côté terrain. Il faut être terrien, il faut être vraiment très proche des équipes. Et c'est en étant proche effectivement des équipes qu'on arrive à obtenir un certain nombre de résultats. Et comme je disais précédemment, l'adhésion des équipes. Il faut avoir aussi beaucoup de recul. Il faut avoir la tête froide pour prendre des décisions. Et il faut savoir souvent, parce que parfois, dans l'urgence, on peut être amené à prendre des décisions. Parfois, une nuit porte conseil et de reporter au lendemain donc, la décision qu'on veut prendre. Autre point capital, c'est d'être toujours en capacité d'adaptation. Vous avez pu le voir, au démarrage de l'opération, donc l'entreprise ne va pas bien. Il faut remettre l'exploitation, ce que j'appellerais en route. Il faut remettre l'exploitation au vert. Il faut lancer une nouvelle enseigne. Et puis, au bout de 6 mois, on vous dit, non, finalement, on va changer un petit peu et on va faire un peu d'opération de due. Donc, on va changer les règles du jeu. Donc, on va dire l'autre point, donc l'adaptation. Il faut être adaptable en permanence quand on fait effectivement une mission de transition. Point capital, et là c'est à tous les niveaux, c'est rassurer, savoir convaincre. Rassurer, donc par rapport à rassurer et convaincre, pour moi, c'est les deux mots-clés qu'on retrouve régulièrement donc, dans les missions. Autre point très important, c'est de faire ce qu'on dit et de dire ce qu'on fait. Et je vais faire un petit parallèle avec les cabinets de conseil. Les cabinets de conseil, souvent, effectivement, construisent des stratégies, mais ne font pas ce que j'appellerais de mise en place et de dérouler. Et là, effectivement, quand on est dans une situation, comme on a pu l'être, de situation de redressement, c'est effectivement, on construit, on propose en fait une stratégie à l'actionnariat et après, on la déroule personnellement pour atteindre effectivement donc, les résultats escomptés. Donc ça, c'est vraiment un point aussi sur lequel j'aime bien insister en termes d'enseignement. L'autre point, et qui est encore plus important en ce moment, c'est de toujours avoir le prisme social sous le coude. Avec les événements qu'on connaît maintenant, Covid and so on, et puis vous voyez, on est en webinaire, on pourrait dans une salle à faire ce même exercice. Donc, climat social, donc en particulier en situation de crise, où le prisme social est un prisme capital. Autre point, c'est effectivement donc, de savoir fédérer, comme on dit, et faire adhérer l'ensemble des équipes. Et je dirais, pour moi, il y a des personnes qui sont clés. C'est d'un côté les actionnaires ou les PDG et les élus qui sont les relais des équipes donc, au niveau des magasins. Autre chose, donc, c'est l'autonomie. Donc, il faut être autonome. On est manager de transition, même si effectivement on est en relais avec l'entreprise de management de transition, on reste autonome et on a les rênes. Hein, on est sur place, on tient le volant de l'entreprise ou de l'activité qu'on doit gérer. Donc ça, c'est un point qui est capital. Et savoir, en cas de souci, ça m'est arrivé dans des missions précédentes d'être un peu fusible, parce que parfois, il faut savoir aussi endosser ce costume. Donc, dernier point, c'est quand on est au niveau DG, au niveau de poste de direction générale ou de poste de direction de BU ou de filiale, je pense qu'il faut avoir un background financier suffisamment costaud pour être en mesure de pratiquer, bien sûr, avec la direction financière, mais avec la direction générale et donc avec les élus des entreprises. Donc voilà si tu veux, Benoît, les quelques enseignements en tout cas que je tenais à faire partager Je vais rajouter peut-être un point, puisque je disais tout à l'heure, dans l'apport que l'entreprise de management de transition, en l'occurrence Wayden, a eu sur cette mission en particulier, mais de manière plus générale. Je disais que le binôme qui était formé avec le manager de transition était aussi, on va dire, une soupape de décompression à la pression à laquelle vous êtes tous soumis au quotidien dans la mission, en particulier dans une mission de redressement. Je dirais aussi qu'il y a un autre rôle important dans ce binôme et dans la proximité avec le client, et c'est la raison pour laquelle, en tout cas chez Wayden, les directeurs associés sont tous des anciens opérationnels d'entreprise, c'est qu'ils ont connu des situations de management, ils connaissent l'entreprise.
Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que du point de vue du client et du point de vue de la mission, le manager de transition, c'est celui qui déroule et qui réalise la mission. C'est quelqu'un qui doit être protégé. C'est quelqu'un qui doit être là pour le positif et pour arriver à l'objectif. Donc, un des rôles du directeur associé en enseignement de ses missions, c'est aussi de savoir protéger le manager de temps en temps, garder la proximité avec le client et avoir le courage managérial de pouvoir arriver devant le client pour les moments difficiles. Parce que je peux vous assurer que dans une mission comme ça, et en particulier une mission de redressement, on n'est pas toujours d'accord. On n'est pas toujours d'accord, c'est le client qui au bout a raison, mais nous, on a un rôle de conseil, on a un rôle de prévenance, et le manager de transition, à un moment donné, peut se retrouver en porte-à-faux, et c'est justement par le courage managérial et l'action du directeur associé qui protège le manager et qui va se prendre finalement en frontal le client pour lui expliquer des choses qu'il n'a pas envie forcément d'entendre ou qui lui-même n'a pas envie de gérer. Il y a toutes sortes de réactions en fonction de chacun. Et ça, je pense que c'est un point important. Ce que je propose, c'est qu'on va prendre quelques questions parce que je vois que ça pop-up. Une question de Thomas Chassepeau en matière financière. Christophe, quelle a été la plus grande difficulté que vous avez rencontrée? Alors, attention à ta question, Christophe, parce que je crois que le directeur financier de l'époque nous écoute dans ce webinaire. Donc, il faut avoir la réponse appropriée. Alors, il y a deux choses. Au niveau financier, il y a deux points. Il y a d'un côté, effectivement, la gestion du cash. Donc ça, c'est un point particulier qui était un vrai sujet, puisque, comme vous le saviez, comme je vous l'ai expliqué au début, donc l'exploitation n'avait pas été mise, ce que j'appellerais, n'avait pas été développée de façon satisfaisante. Et on est sur des métiers, pour ceux qui ne connaissent pas la boulangerie, c'est des métiers avec des marges brutes qui sont très, très, très importantes. Donc, c'est-à-dire que si vous n'avez pas d'exploitation, vous n'avez pas de marge, et si vous n'avez pas de marge, vous n'avez pas de rentrée de cash. Donc, il y avait d'un côté, effectivement, la gestion du cash qui était faite de façon hebdomadaire, donc avec le directeur financier, qui était un vrai sujet. Et l'autre sujet qui a été, entre guillemets, pour moi, la vraie difficulté, et c'est un peu ce que vivent les boîtes de retail actuellement, c'est qu'il y avait moins de fréquentation. Et donc, quand il y a moins de fréquentation, donc il y a moins de clients. Quand il y a moins de clients, il y a moins de chiffres. Et donc, sur la partie financière, c'est effectivement donc de retravailler sur comment relancer la fréquentation pour générer le chiffre et générer la marge. Donc voilà, en tout cas, c'est la réponse aux questions, mais avec toujours effectivement ce souci de cash, puisque sans cash, effectivement, on ne fait pas tourner les boîtes. Je vais prendre une question de Nicolas Michaud qui pose arrivez-vous à négocier des honoraires variables calés sur des résultats, obtenir clairement mesurables et définis? La réponse est oui, dans certaines catégories de missions. Cette mission en faisait partie. On avait négocié en fait tout simplement un TJM, excusez-moi, un coût d'intervention journalier chez le client, puisque vous savez bien qu'en fait, à ce niveau d'intervention, on est en objectif de moyens parce que c'est la manière la plus rapide de mettre en œuvre la mission. Le client qui nous dit « je veux un objectif de résultat tacite », je n'ai pas de problème, mais alors on va passer des semaines à faire des SLA et des engagements, on ne va pas être d'accord, on ne va pas négocier. Donc, mais à notre niveau d'intervention et vu le monde dans lequel on évolue, on n'a pas intérêt à se planter et on engage notre responsabilité à chaque fois de manière induite tout simplement. Et là, en l'occurrence, pour répondre à la question, il y avait un taux journalier qui avait été négocié et on avait négocié un upgrade qui était une fonction de l'accélération de la marge au bout d'un certain temps et qui a été au mois d'été ensuite validé par le client. Et pour vous dire même, ce qu'on avait fait là-dessus, c'est que Wayden, sur cet upgrade, avait donné l'ensemble de l'upgrade au manager de transition et n'a pas pris de marge sur cette partie-là, ce qui me paraissait dans la situation bien normale. Une autre question, faites-vous appel… Excuse-moi, du côté très pratique, et je te remercie. Ah, mais nous, on est pragmatique et direct, on dit les choses. On parlait quand même de quelques euros, enfin quelques francs suisses. Voilà, on n'est pas philanthrope, on n'intervient pas pour rien, on fait les choses bien. Une autre question intéressante, faites-vous parfois appel à plusieurs managers dans une même mission de redressement, par exemple un DG, un directeur des achats de production? La réponse est oui, mais pas oui comme vous le pensez. C'est-à-dire, il est très très rare dans une mission de redressement
que le dirigeant nous appelle, nous dit bah voilà, il me faut toute l'équipe. Ça marche pas comme ça. Le dirigeant, il veut quelqu'un qui l'aide à réfléchir. Il veut un Christophe en DG. Et c'est dans un deuxième temps qu'on va renforcer le dispositif. Christophe a une expérience comme ça dans une mission précédente chez Saturne et Boulanger. Je peux vous donner un autre exemple, puisque Weiden a fait le redressement, en tout cas le redressement qui consistait à un transfert de production chez Philips Lighting il y a 3 ans, qui a duré 1 an et demi, et où on a onboardé un DRH France pour mettre en place un dispositif de redressement. Malheureusement, un plan social qui s'est très bien passé, en tout cas au niveau des collaborateurs. Et on a renforcé ce dispositif dans un deuxième temps, ce qui avait été demandé dès le début, pas accepté par le client, mais sur les faits, on a renforcé le dispositif avec 2 directeurs de sites de production qui ont relayé opérationnel le plan et qui ont opéré eux-mêmes le transfert de production. Donc la réponse est oui. En revanche, ce n'est pas quelque chose qu'on décide. C'est-à-dire que les plans sur la comète qui consistent à dire « Ah bah tiens, on va intervenir à 2, etc. » En général, la barrière, elle est économique au départ. On y arrive sur la durée. Une autre question qui nous vient de la part de Jean-Pascal Roby et peut-être pour Christophe. À la fin de la mission, comment vous êtes-vous assuré que ce que vous avez mis en place va perdurer, d'autant si un fonds est entré au capital en fonction de cette stratégie et des premiers résultats? Est-ce que vous validez les nouveaux recrutements des directeurs de réseau ou autres? Ça, je pense que ça dépend, mais en l'occurrence, comment ça s'est passé? Alors, effectivement, ça dépend. Chaque mission peut être différente. En tout cas, dans ce cas, c'est le sujet un peu plus compliqué parce qu'en fait, je reviens dans l'entreprise 1 an après. Mais donc, vous avez dans certains cas de figure, moi j'ai eu des cas de figure où effectivement l'actionnariat, en tout cas celui qui vous mandate effectivement pour la mission, vous demande de choisir votre successeur et forme effectivement le successeur. Et il y a un point qui est capital effectivement dans les fins de mission, c'est la transmission. Alors la transmission, vous la faites soit effectivement à la personne qui va vous remplacer, soit vous la faites à une personne qui a été désignée ou un membre du conseil d'administration, effectivement, ça dépend à quel niveau on se situe. Mais en tout cas, il y a une phase de transmission et de validation et d'être bien sûr que tout ce qu'on a mis en place, effectivement, soit pérenne. Je vais vous… Alors, effectivement, là, on parle il y a quelques années. Là, comme je dis, j'ai fini une mission au mois d'avril. Tous les tableaux de bord, tous les éléments qui ont pu être mis en place dans la dernière mission que j'ai réalisée donc, chez Oralis, sont toujours en vigueur et fonctionnent effectivement de la même façon. Donc, ça fait partie, et ce que j'appellerais, c'est aussi ce qu'achète le client. Il achète effectivement ce que j'appellerais une relance, il achète un résultat, mais il achète aussi une pérennité de ce résultat. Et pour que ce résultat soit pérenne, il y a un certain nombre de choses effectivement qui sont transmises et qui sont indispensables pour que le résultat ne soit pas juste un feu de paille, mais continue effectivement dans la durée. Et bien évidemment, au-delà de toute transmission et d'opération on va dire, de décommissionnement de notre mission, on assure aussi, c'est tacite dans nos contrats, ce que je vais appeler le service après-vente. Si quelques mois après, il y a une question, etc. Mais ça, c'est normal, de la même manière qu'on intervient sur un mode contractuel, engagement de moyens régie, on a un objectif de résultat tacite qu'on assume vu le niveau d'intervention qu'on pratique. Question. Juste pour compléter, juste deux mots, Benoît, par rapport à ça. Systématiquement, donc sur toutes les missions que j'ai pu faire, j'ai systématiquement les interventions de SAV. Donc voilà, donc c'est juste en concret. Une question, peut-être une des dernières questions, je ne sais pas s'il y en a d'autres, posez-les. On a 5 minutes encore. Une question de Xavier Terrine. Bonjour, dans un contexte de redressement, le manager de transition peut être perçu positivement comme un sauveur d'entreprise et négativement comme pouvant être un coupeur de tête, un cost killer. Quelle posture, quels arguments adopter pour réussir son intervention sans susciter d'opposition, excusez-moi. Par ailleurs, en présence d'instances représentatives du personnel, comment recueillir leur adhésion? Merci beaucoup, Xavier. On va répondre à cette question. Alors, répondre en 5 minutes, ça va être très compliqué parce que c'est vraiment, ça pourrait faire l'objet d'un webinaire. Ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que il y a un point qui est essentiel et sur lequel je rebondis, qui a été présenté par Benoît, c'est la proximité. La proximité et faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Donc, pour pouvoir avoir l'adhésion, que ce soit au niveau des IRP, que ce soit au niveau des équipes, il ne faut pas promettre la lune. Il faut vraiment dire la vérité, il faut vraiment expliquer de façon concrète ce que vous allez faire. Et ça, c'est une des clés, effectivement, de l'adhésion.
En 2 minutes, j'ai eu une très grosse opération de crise sociale à gérer avant effectivement de faire l'opération donc en Suisse, dans la fameuse grande enseigne de bricolage que vous connaissez bien, pas de bricolage d'électrodomestiques qui s'appelle Boulanger. C'était un des points clés. Mais la proximité et le dialogue, les échanges que vous pouvez avoir avec les IRP. Je pense que la réponse, Xavier, elle tient effectivement dans la proximité. Et vous savez, elle tient aussi dans la sincérité. Un manager de transition, il arrive et en fait, on n'est jamais aussi fort quand on dit les choses. Vous savez quoi, on est dans une mission de redressement. On va devoir prendre des décisions. Les gens sont attachés à leur job. Ce n'est pas juste un contrat, c'est du salaire. Et surtout quand ça se passe localement. Alors là, on prend l'exemple de Genève, mais on pourrait prendre l'exemple de Pau, l'exemple de Nantes. Les gens ont un job, ils ne vont pas forcément en retrouver un. Voilà. Donc, ils sont investis dans l'entreprise, ils sont prêts à faire des concessions. Et il faut prendre les gens… les gens sont intelligents, ils sont capables de comprendre. Après, on a toujours… et je vous l'accorde, des opposants de fait, des gens qui font sortir des choses pas propres sur des passés, etc. Mais on sait aussi que ça arrive et que c'est des réactions qu'on connaît. Mais globalement, je crois que c'est la sincérité et la proximité et le dialogue qui est le meilleur réponse à cette question. Et la disponibilité. L'autre point, c'est la disponibilité, c'est-à-dire que quand vous êtes manager de transition, et surtout par rapport au point que vous évoquez sur le point social en particulier, c'est que vous devez être disponible 24/24. Et la disponibilité est une des clés. Je vais répondre à deux dernières questions de Frédéric Philly. Comment trouvez-vous ces missions ? Écoutez, ça c'est notre métier. Quand j'ai démarré Wayden, je vais vous dire comment j'ai fait. J'ai pris un bureau pas cher, noir, sombre, avec un téléphone dedans. J'ai appelé des clients potentiels. Je leur ai dit que je suis le meilleur du monde et qu'il fallait qu'ils me rencontrent. Et c'est comme ça que ça a démarré. Plus spécifiquement sur cette mission en l'occurrence, c'est une mission qui nous a été onboardée par un grand cabinet de conseil américain qui nous connaissait, qui savait qu'on n'était pas en concurrence, qu'on faisait du bon travail et que ne pouvait pas prendre pour d'autres raisons. Voilà. Et puis une deuxième question de Frédéric également, j'espère que j'ai répondu à la première. Combien de temps durent ces missions en moyenne ? Alors là, je vais vous faire une réponse mathématique, puisque au-delà d'être le patron de Wayden, je suis aussi un des vice-présidents de la fédération France Transition, fédération des acteurs du management de transition. Le baromètre du management de transition en 2019 donne une durée moyenne entre 6 et 8 mois de mission. Voilà. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on est manager de transition, peut-être pour relier les deux missions, le premier devoir du manager de transition, heureusement ou malheureusement, c'est de trouver sa mission. Et il faut être aussi prêt à pouvoir savoir gérer des moments d'intermission que l'on met à profit de manière providentielle, comme Christophe aujourd'hui pour partager à tout le monde avec Wayden. Non, mais il faut le dire, hein, ou se former, ou voilà. Ou s'occuper de mon petit-fils, parce que ou s'occuper de ton petit-fils. Voilà. Et je dirais même, voilà, nous, une partie de notre job, mais ce n'est que la partie amont de notre chaîne d'exécution, c'est de trouver ces missions. Et pour trouver ces missions, chez Wayden, on a une force de frappe qui s'appelle une force de frappe, si j'ose dire commerciale, qui s'appelle les directeurs associés et qui vont aller chercher ces missions. C'est de la dynamique prospective dans le dur et c'est également, on va pas se la raconter, on est dans un petit monde endogame de réseau et c'est parce que vous faites bien du travail, que les gens le savent et que ça se développe. Toute dernière question qui est intéressante, qui m'a l'air intéressante, les perspectives économiques seront-elles propices aux missions de retournement ? Alors écoutez, c'est comme le médecin, hein, en général, moins il y a de missions de retournement, mieux les entreprises se portent. Ce que je peux vous donner 2-3 chiffres qui sont des chiffres actuels et qui ne tiennent pas compte de la situation inédite qu'on vient de vivre et qui va avoir des conséquences, je le pense. Mais globalement, pour vous donner la big picture, il y a 4 millions d'entreprises en France. Des procédures légales de sauvegarde, c'est-à-dire on va dire après le dépôt de l'alerte et en passant en juridique, il y en a 79 000. 79 000, 4 millions. Voilà. Donc, on n'est pas sur des montants énormes. Et dans ces 4 millions d'entreprises, il y a à peu près que 6 000 entreprises
qui sont la cible de Wayden et qui font plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, la majorité des procédures sont des procédures sur des TPE, voilà, où ça se passe en direct avec le tribunal ou un administrateur, etc. Je ne rentrerai pas plus en détail parce qu'on pourrait en faire effectivement un webinaire également. Il me reste, Christophe, à te remercier pour cet éclairage. J'espère on a essayé d'être pragmatique, direct et concret. Est-ce que tu veux avoir le mot de la fin? Non, d'abord, je laisse le mot de la fin à Benoît. C'est quand même le patron de Wayden. Alors, le mot de la fin, je vais le faire. Voilà, j'espère que ça vous a apporté et éclairé. On est toujours très ouvert chez Wayden. On est des gens en proximité. On est joignable s'il y a des questions. Je pense qu'il y a beaucoup d'avenir dans ce que je qualifierais d'un vrai métier et en tout cas on y met de l'énergie pour l'opérer de manière vertueuse et vous avez mais il y en a aussi dans le webinaire un exemple même de dirigeant de transition dans toute sa splendeur chez Wayden et qui répond bien au tagline de Wayden, Decisive People for Decisive Moments. Merci à tous et puis à très bientôt pour de nouveaux webinaires. La semaine prochaine, on fait intervenir une personne qui est passionnante. N'hésitez pas à vous inscrire, Alain Desmousseaux. Alain Desmousseaux, c'est un ancien pilote de chasse Mirage 2000 qui a aujourd'hui 57 ans, qui est commandant de bord Air France et instructeur d'ailleurs. Donc, un peu de temps en ce moment, mais qui va venir nous parler de toutes les problématiques de peur du changement et de comment on s'adapte en temps réel dans des situations de stress et qui fait partie aussi du quotidien du manager de transition. Je pense à Christophe qui se fait appeler pendant ses vacances et qui m'appelle et qu'on doit descendre à Genève pour aller faire pivoter la mission. Mais il y a plein de cas, comme dans les cas en entreprise. Donc, n'hésitez pas, inscrivez-vous. On sera très heureux de répondre toujours avec le même ton en essayant d'être vrai. Je vous remercie à tous et à très bientôt.